Bonjour à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois le reporting de mon portefeuille PEA. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ce rapide rappel étant fait, nous pouvons passer au reporting du portefeuille en date du 3 novembre 2020. Donc je vais présenter le portefeuille et puis je vais un peu récapituler ce que j'ai fait au cours du mois d'octobre. Donc en date du 3 novembre, le portefeuille est valorisé à hauteur de 12 577 euros. On voit que j'ai en solde d'espèces 516 euros. Alors comme d'habitude, j'ai classé les lignes par valorisation, donc de la valorisation la plus élevée à la moins élevée, et ça correspond également au poids de chaque ligne au sein du portefeuille, donc avec le poids le plus élevé en haut et le poids le moins élevé en bas. Alors quand on regarde les valorisations ici, on voit que 6 lignes ont une valorisation désormais supérieure à 1000 euros. Donc on va trouver les lignes Total SE, Renault, Danone, Lyxor PEA Turquie, et puis donc l'ETF sur la Turquie, et puis les deux titres Maison du Monde et Eutelsat Communications. Donc bien entendu, ces lignes correspondent aux lignes principales du portefeuille, on le voit ici au niveau des poids, puisque Total SE représente plus de 15% du portefeuille et que Eutelsat représente actuellement 8% du portefeuille environ. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au mouvement du mois d'octobre et donc je vais expliquer un peu ce que j'ai fait dans mon portefeuille au cours du mois d'octobre. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de renforcer ma position sur Total. Alors, j'en ai parlé dans la vidéo d'analyse technique. L'idée, bien entendu, c'est que techniquement, le titre est fortement dégradé, que pour un investisseur de long terme, on va dire que la zone des 27-28 euros représente une zone extrêmement intéressante à long terme, donc c'est-à-dire à 5 ans, 7 ans, 10 ans ou plus. Mais disons qu'à ces prix-là, pour un investisseur de long terme, il me semble que le prix est relativement attractif. Pour autant, on a un risque de dégradation, et ça, on le voit au niveau technique. Et donc, si jamais le titre venait à se dégrader, c'est-à-dire que les cours du Brent venaient à redescendre durablement en dessous des 40 $ le baril, on pourrait avoir un cours de Total qui pourrait venir chercher, techniquement en tout cas, les 17 euros, 17,50 €. Donc l'idée pour moi, c'est de renforcer ma position par palier et de manière extrêmement, en tout cas en douceur, pour pouvoir, en tout cas pour ne pas m'exposer à un risque de chute plus important sur le titre Total. Et par ailleurs, pour ne pas surexposer mon portefeuille à ce titre. Donc je continuerai à renforcer ma position. Par palier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vais renforcer cette position par palier de 5 euros environ. C'est-à-dire que si le cours retournait dans la zone des 22-23 euros, probablement que je renforcerai à nouveau ma position. Et puis si jamais le cours redescend et atteint ces fameux 17 euros, ce qui reste une probabilité relativement faible pour le moment, mais sait-on jamais, dans ce cas-là, je continuerai à renforcer ma position sur ces niveaux en gardant à l'esprit que c'est pas parce que le cours va descendre sur les 17 euros, si jamais il descend à 17 euros, que celui-ci va rebondir immédiatement. Ce qui veut dire que il y aura possibilité de renforcer cette position plus tard, ou en tout cas au cours du temps, et donc de faire baisser progressivement le PRU sur le titre Total. En gardant à l'esprit que si jamais les cours du Brent venaient à passer durablement sous les 40 $, et que le cours de Total venait à chercher 17 euros, ça veut dire également qu'on aurait probablement une coupe du dividende de Total. Et donc il faut garder ça à l'esprit pour les investisseurs qui jouent le rendement de Total dans leur choix d'investissement. Donc voilà, comme vous le savez, j'aime bien garder mes positions à minima 3 ans et généralement 5 ans, 7 ans, 10 ans ou plus. Et donc pour moi, c'est vraiment une prise de position à très long terme sur le titre. Et donc je peux me permettre de renforcer par palier en douceur comme ceci, en essayant toutefois d'éviter une surexposition sur le titre en cas de forte rechute.
Alors la deuxième ligne que j'ai renforcée, c'est la ligne Danone. Donc j'en ai beaucoup parlé cette année, Danone. J'avais été critiqué pour avoir coupé la moitié de ma position au-dessus des 60 euros. Techniquement, le titre m'apparaissait comme ayant quelques faiblesses notables. Et donc j'avais décidé de couper cette position au-dessus de 60 euros, de mémoire aux alentours de 61 euros. Depuis, le titre s'est pas mal retourné, on a pas mal baissé sur le titre. Alors il y a deux phénomènes, il y a un aspect technique. Premièrement, ça on l'avait bien identifié il y a quelques mois. Le deuxième aspect, c'est une crise de gouvernance, et lorsqu'une entreprise est touchée par une crise de gouvernance, forcément cela augmente le niveau d'incertitude sur le titre, et donc forcément on a des gérants qui se délestent de leur position sur Danone en attendant d'y voir plus clair. Cela représente bien entendu une opportunité à mes yeux. Pourquoi? Parce que pendant que les gérants se délestent de leur position sur Danone, de leur titre sur Danone, cela me permet d'en faire l'acquisition à un prix que je juge attractif. Par ailleurs, je pars du principe que sur ce genre d'entreprise, donc très belle entreprise, très bien gérée, très beau business model historique, je pars du principe qu'en fait les crises de gouvernance sont passagères, c'est-à-dire qu'en fait le navire se contrôle quasiment tout seul. Alors je vais faire un parallèle avec un pays qui est proche de nous, à savoir la Belgique. La Belgique souffre régulièrement d'une absence de gouvernement, c'est-à-dire que la Belgique régulièrement n'a pas de gouvernement au pouvoir, pour autant le pays fonctionne tout à fait normalement. Et c'est un peu la même chose avec ce genre d'entreprise, c'est-à-dire que ces entreprises n'ont pas forcément besoin d'une gouvernance exceptionnelle pour obtenir de bons résultats. Donc de mon côté, je pars du principe que ces problèmes de gouvernance sont des problèmes passagers qui seront réglés dans les trimestres ou années qui viennent, sans poser réellement de problème sur l'évolution de l'entreprise Danone. Comme vous le voyez, j'ai bien renforcé ma position sur Danone et en suivant mon plan d'investissement. C'est-à-dire que j'avais annoncé que j'achèterais mes actions par palier à 57 euros, 54 euros, 51 euros, et c'est ce que j'ai fait sans me poser de questions. C'est-à-dire qu'une fois que mon plan d'investissement est prêt, je n'ai plus qu'à appliquer mon plan d'investissement sans aucune émotion, et je pense que c'est un facteur sur lequel il faut travailler en tant qu'investisseur, à savoir la gestion de ses émotions. Et pour pouvoir correctement gérer ses émotions, il faut avoir un plan d'investissement. Donc j'ai renforcé ma position Danone en suivant ce plan d'investissement. La ligne représente désormais plus de 12% du portefeuille et j'ai bien l'intention d'en faire l'une de mes lignes principales au sein du portefeuille. Alors pourquoi l'une de mes lignes principales? Tout simplement parce que j'estime que cette action peut me permettre de réduire la volatilité de mon portefeuille, à savoir que j'ai un portefeuille composé de valeurs extrêmement cycliques et bien entendu ce genre de valeurs du secteur Consumer Staples, donc du secteur de l'agroalimentaire, peut permettre à mon portefeuille d'avoir une volatilité relativement plus faible et donc d'avoir moins de hausse et de baisse au niveau des plus-values latentes journalières. Alors on peut voir également que j'ai renforcé ma ligne BIC de 5 actions et là c'est pareil, j'ai simplement suivi mon plan d'investissement, c'est-à-dire d'achat par palier. Les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas changé, on a une crise bien entendu qui touche toutes les entreprises et qui impacte tous les résultats, pour autant les fondamentaux de BIC n'ont pas fondamentalement changé. Donc mon plan d'investissement sur BIC reste actif à ce stade. Et enfin, dernier mouvement pour le mois d'octobre sur le portefeuille, j'ai fait l'acquisition de 17 actions Kinepolis. Donc je vais en parler juste après, je vais essayer d'expliquer mon raisonnement par rapport à Kinepolis et vous expliquer pourquoi je suis passé à l'action et donc à l'achat sur le titre Kinepolis qui est coté en Belgique. On voit que le titre Kinepolis représente désormais 3% du portefeuille et donc ce que je vais faire dans la suite de la vidéo, c'est vous expliquer tout mon raisonnement par rapport au titre Kinepolis en vous donnant les détails de ma réflexion. Je sais que c'est un élément que vous appréciez dans mes vidéos, je détaille toutes mes réflexions par rapport à tous les titres que je mets en portefeuille. Ça, je pense que c'est un point important, c'est-à-dire que non seulement chacun d'entre nous doit trouver sa propre approche, une approche qui corresponde à son horizon d'investissement, à son aversion au risque, c'est-à-dire à sa tolérance au risque, ou éventuellement à sa façon d'investir, c'est-à-dire soit en une fois, soit avec des apports réguliers. Mais surtout, je pense qu'il est important de pouvoir justifier chacun de ses investissements et chacune de ses prises de position. Alors sur le forum de la chaîne, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation, en tout cas en termes d'approche, entre trading et investissement de long terme, c'est-à-dire que
La plupart du temps, les abonnés de la chaîne et les membres du serveur Discord se positionnent en tant qu'investisseurs de long terme et se positionnent donc dans leurs analyses finalement en tant qu'observateurs du marché à court terme et donc avec une optique plus de trader. Et donc je pense qu'il est important de faire la distinction entre les deux, c'est-à-dire soit on est trader, soit on est investisseur de long terme. Il est difficile de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'avoir un point de vue à la fois long-termiste et un point de vue à la fois court-termiste. Pourquoi? Parce que c'est ce que je mettais sur le serveur, hein, ça oblige d'être quelque part un schizophrène lucide. Et bien entendu, être un schizophrène lucide est quelque chose quelque part qui est contradictoire. Et donc c'est quelque chose qui est très difficile à gérer d'un point de vue personnel. Un autre point important, c'est qu'il est essentiel de pouvoir justifier chacune de ces prises de position. Lorsqu'on n'est pas capable de justifier une prise de position, ça veut dire concrètement que ce titre n'a rien à faire en portefeuille. Alors ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il faille vendre à tout prix tous les titres qu'on a mis en portefeuille et dont on n'a aucune idée du pourquoi ils sont en portefeuille. Ça veut simplement dire qu'il faut peut-être réfléchir à une stratégie de sortie sur ces titres et puis commencer à réfléchir en profondeur sur pourquoi je rentre un titre en portefeuille ou pourquoi je ne rentre pas un titre en portefeuille. Donc mon but dans mes vidéos, c'est vous expliquer tout mon raisonnement, c'est-à-dire que quelque part je vous fais rentrer dans mon cerveau, je présente ma manière de fonctionner. Après vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Le tout, c'est pas que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Le tout, c'est que vous voyez un peu comment on peut raisonner en termes de construction de portefeuille et comment on peut raisonner au niveau de l'inclusion ou non de certaines valeurs en portefeuille. Après, bien entendu, comme je l'ai dit, chacun doit trouver sa propre approche. L'idée au départ, et ça je l'ai vu sur le forum, l'idée effectivement au départ c'est potentiellement de copier les meilleurs investisseurs d'entre nous, donc c'est-à-dire les Warren Buffett, les Charlie Munger, les Peter Lynch par exemple, et puis ensuite de s'approprier une approche à partir de ça qui nous soit propre, et donc de trouver son propre style finalement, et un style ou une approche qui nous convienne personnellement. Allez, je passe à mon raisonnement sur Kinepolis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très rapidement la société et puis je vais dérouler mon raisonnement derrière et vous pourrez comme ça avoir une idée de ce qui se passe un peu dans mon cerveau. Alors, Kinepolis, c'est une société belge d'exploitation de salles de cinéma qui possède 111 complexes dans 9 pays. Je vous ai mis la définition d'un multiplex. Donc un multiplex, c'est tout simplement un lieu dans lequel on trouve 8 salles ou plus de cinéma et qui diffuse majoritairement des blockbusters, donc des films à grand succès américains, notamment, parce qu'on a aussi des blockbusters chinois désormais, ou indiens éventuellement. Au niveau de la capitalisation boursière, Kinepolis est valorisé à hauteur de 600 millions d'euros, donc c'est une small cap. L'entreprise fait en moyenne 40 millions de spectateurs par an, donc ça ce sont les données historiques. Alors un point que j'aime particulièrement, c'est que cette société est issue de la fusion de deux sociétés familiales. Les familles Berthe et Kless, donc, qui ont fusionné en 1997. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup lorsque des familles ont ce qu'on appelle en anglais skin in the game, c'est-à-dire qu'elles sont investies avec leurs propres fonds dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en tant qu'actionnaire, si je viens à faire faillite en tant qu'actionnaire, la famille, en tout cas les familles Berthe et Kless, viendront également à faire faillite ou en tout cas à perdre une grosse partie de leur patrimoine. Donc ça c'est pour moi un élément essentiel, j'aime beaucoup regarder des entreprises dans lesquelles les familles sont impliquées personnellement. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout intérêt à ce que les choses se passent bien au final, puisque mes intérêts en tant qu'investisseur sont alignés aux intérêts de ces deux familles. Alors Kinepolis, c'est l'inventeur du multiplex, j'en ai parlé plus haut, qui est un modèle qui a été copié par d'autres acteurs du secteur depuis. L'entreprise est positionnée en Europe et en Amérique du Nord, c'est-à-dire Europe, États-Unis et Canada en particulier, à savoir les zones les plus touchées actuellement par la crise. Ce qui pourrait bien entendu offrir à Kinepolis des opportunités sur ces marchés qui sont fortement impactés. Alors ce que j'aime particulièrement avec Kinepolis, c'est qu'elle envisage la salle de cinéma en tant que salle de spectacle. C'est-à-dire que non seulement elle va diffuser des blockbusters, comme on l'a vu, mais elle va également diffuser de l'opéra, du théâtre, du ballet et éventuellement organiser des événements corporate. Donc c'est une société d'exploitation de salles de cinéma, mais qui utilise ces salles de cinéma de manière très innovante.
Enfin, l'autre point qui attire mon attention ici, c'est le fait que Kinépolis soit propriétaire de 53 complexes. Et on a vu qu'elle avait 111 complexes au total. Donc c'est-à-dire qu'elle possède la moitié de ces complexes, ce qui veut dire également que dans ces complexes, lorsque tout va bien, elle peut faire de la location d'espaces commerciaux, à savoir ouvrir des restaurants et des cafés. Elle va louer, elle va donc toucher des loyers. Et lorsque les choses vont mal, ça veut également dire que la moitié de ces complexes ne lui coûte rien, puisqu'elle n'a pas de loyer à payer. Ce qui veut dire au final que le risque de faillite est beaucoup plus faible que la concurrence, car elle possède la moitié de ses actifs immobiliers. Alors je vous ai mis ici quelques images extraites du site Kinépolis. Donc vous voyez, ce sont des complexes extrêmement modernes, dernier cri, très bien équipés au niveau technologique. Ce sont des complexes qui se trouvent en périphérie des villes, extrêmement modernes comme on peut le voir ici, et qui offrent un accès extrêmement simplifié avec de grands parkings pour pouvoir accueillir le public. Par ailleurs, comme je l'ai dit, ce sont des lieux dans lesquels l'entreprise est capable d'organiser des événements corporate et donc d'accueillir des entreprises pour organiser des journées spéciales entreprises. Et comme on peut le voir ici, ce sont des salles extrêmement bien équipées avec des équipements dernier cri. C'est-à-dire que les investissements ont déjà eu lieu et qu'ils continueront à avoir lieu dans les années qui viennent. Enfin, comme je l'ai dit, ce sont des salles qui ne font pas qu'accueillir des blockbusters, mais ce sont des salles également qui essayent d'innover en accueillant le ballet, le théâtre, l'art et l'opéra dans les salles de cinéma. Alors vous allez peut-être me dire que l'opéra, le théâtre, le ballet, l'art, ce sont des marchés de niche et ça n'intéresse pas forcément grand monde. Alors je suis de l'avis contraire, c'est-à-dire qu'en faisant ceci, c'est-à-dire qu'en permettant à des gens d'assister à de l'opéra, à du ballet ou à du théâtre en direct, puisqu'en fait les représentations sont en direct sur des écrans premium HD, l'idée c'est de pouvoir permettre à des gens qui sont situés dans des endroits géographiques dépourvus de musées par exemple, ou de salles d'opéra ou de théâtre, de pouvoir assister à des représentations en direct, dans des conditions tout à fait optimales. Et donc effectivement ce n'est peut-être pas l'expérience de l'opéra ou du théâtre telle qu'on la connaît, mais ça peut permettre à des gens situés dans des régions dépourvues de l'accès à la culture de pouvoir justement accéder à cette forme de culture. Et pour un prix relativement abordable par rapport au prix initial. Et donc si on se projette dans quelques années, on peut imaginer que des personnes qui auraient quitté la région parisienne, par exemple pour prendre leur retraite, soient intéressées par ce genre de spectacle et donc aillent au cinéma pour voir ce genre de spectacle, ce qui leur permet de garder un contact avec la culture, même en étant éloignés de la capitale par exemple. Et donc je pense que c'est un service qui a du potentiel, en tout cas qui est extrêmement innovant. Alors si on regarde rapidement les chiffres de Kinépolis, Kinépolis possède 56 complexes en Europe. Alors ce sont les chiffres 2019, il faudrait voir si les chiffres 2020 sont différents. En tout cas en 2019 on avait 3 cinémas au Luxembourg, 11 en Belgique, 13 en France, 8 en Espagne, 19 aux Pays-Bas, 1 en Suisse et 1 en Pologne. Kinépolis est également présent au Canada, donc on le voit ici, dans différents États canadiens, et également aux États-Unis, puisqu'elle est présente au Michigan. Elle a fait, je pense que c'était en 2017, l'acquisition du groupe MJR Digital Cinemas. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais alors pourquoi investir dans les salles de cinéma alors que la majorité des cinémas sont proches de la faillite? Donc je vous ai mis différents titres ici. Ici on peut lire AMC seeks stock sale to raise $50 million to stave off bankruptcy. Traduction, AMC est en train de chercher à lever 50 millions de dollars pour s'éloigner de la faillite, ou en tout cas pour ne pas faire faillite. On peut lire également le titre suivant, cette fois-ci concernant Cineworld. Donc Cineworld must dig deep to survive closures. Donc Cineworld doit creuser profondément pour survivre aux fermetures, c'est-à-dire qu'en fait ils doivent trouver du cash. Ici je pense qu'on parle de 500 millions de dollars de cash. Et enfin, The fall of Cineplex is like watching a bad movie. Traduction, la chute de Cineplex, c'est comme regarder un mauvais film. Alors bien entendu, la presse est unanime et ce qu'on peut voir dans la presse en fait, c'est que les plus grands groupes cinématographiques, ou en tout cas d'exploitation de salles de cinéma, c'est plus correct, les plus grands groupes d'exploitation de salles de cinéma sont au bord de la faillite, donc AMC, Cineworld et Cineplex en particulier.
Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer le cours de bourse des différents exploitants de salles de cinéma. On va retrouver le groupe AMC, donc on peut regarder entre les sommets et le point actuel, donc le titre est coté 2,15 $, on voit que la chute est de 94% environ, pour une capitalisation boursière de 235 millions de dollars. Pour le groupe Cineworld, c'est la même chose, la chute est de 91% entre les sommets et aujourd'hui. On voit que le titre a une capitalisation boursière de 378 millions de dollars. Alors on n'est pas en dollars ici, mais on est en GBX, donc GBX, attention à ne pas confondre avec GBP. GBP c'est livre sterling et GBX c'est pence sterling. Pour Cineplex, donc cette fois-ci au Canada, c'est la même chose. La chute est de 90% par rapport au dernier plus haut. La capitalisation boursière est de 328 millions de dollars canadiens. Et puis on retrouve le groupe Kinepolis avec une baisse de 67%. Donc quand on se concentre sur la baisse de Kinepolis, on voit que celle-ci est bien inférieure à celle des concurrents, puisque la baisse des concurrents est comprise entre 90 et 94%. Alors, autre point important, c'est la capitalisation boursière de Kinepolis. On voit que celle-ci est de 600 millions d'euros environ. Et donc on voit que le titre est également fortement impacté par ce qui se passe actuellement. Alors ce que je vais faire ici, c'est vous présenter un peu mes recherches. Donc ce que j'ai fait, je ne le fais pas d'habitude, c'est-à-dire que je ne me base pas forcément sur la presse pour choisir mes entreprises. Mais par contre, lorsque je souhaite creuser un dossier, j'aime bien utiliser la presse, donc la presse récente et plus ancienne éventuellement, pour dénicher quelques chiffres ou quelques informations. Alors, ici j'ai retrouvé un article de l'Echo, donc c'est un journal belge, daté du 28 octobre 2020. Dans cet article, on peut lire: contrairement aux ténors du secteur au bord de la faillite, comme AMC ou Cineworld, Kinepolis est le propriétaire de la majorité de ces salles. Bon, la réalité, on l'a vu, c'est pas la majorité, puisque 53 salles sur 111, ce n'est pas la majorité. Pour autant, elle est quasiment propriétaire de la moitié de ces salles, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais alors, le plus important est à venir. On peut lire ici des biens dont la valeur est estimée entre 800 et 1200 millions d'euros, c'est-à-dire entre 800 millions d'euros et 1,2 milliard. Alors ça va nous intéresser bien entendu, parce que comme on l'a vu juste avant, la capitalisation boursière de Kinepolis est de 600 millions d'euros environ. Donc je vais aller plus loin dans mon raisonnement, et puis on va essayer d'aller retrouver d'autres chiffres qui vont nous permettre d'estimer la valeur de Kinepolis. Alors dans le même article daté du 28 octobre 2020, on a Eddie Duquesne qui est le CEO de l'entreprise, donc le PDG de l'entreprise, et qui nous dit: si tous nos complexes étaient fermés dans le monde, cela nous coûterait 5,8 millions d'euros de cash par mois. Donc on va arrondir, pour être conservateur, on va dire que la fermeture des cinémas coûte à Kinepolis 6 millions d'euros par mois. Et en fait, on a la réponse dans ce même article, puisqu'on peut lire: fin septembre, Kinepolis avait encore 127 millions d'euros de liquidités et de crédits disponibles non utilisés. Alors ça c'est magnifique parce qu'on sait à quel rythme l'entreprise brûle son cash et on sait également quelle est la taille de la trésorerie de l'entreprise. Alors il nous manque une dernière information, et cette dernière information c'est l'endettement de l'entreprise. Alors on a cette information, j'ai creusé un petit peu, on trouve cette information dans un article daté du 30 octobre 2020. Alors je ne sais pas quels sont les journalistes qui traitent le sujet, mais apparemment ils ont coupé un peu comme ça les informations. On a un grand puzzle d'informations dispatchées sur plusieurs jours dans l'Echo, et donc on a juste à recouper, ou en tout cas regrouper, agréger les informations pour être capable de calculer la valeur de Kinepolis en bourse. Alors on peut lire ici que l'endettement financier hors dette de location est passé à 480 millions d'euros, donc ça c'est une information qui va nous servir. Et on peut lire ici qu'au troisième trimestre, 10,2 millions d'euros ont été investis. Ce qui veut dire également que l'entreprise n'a pas coupé ses investissements. Ce qui veut dire que l'entreprise est en train de continuer à investir pour une reprise de l'activité au niveau des cinémas dans quelques temps. Alors si on fait un rapide calcul, on a donc des dettes qui correspondent à 480 millions d'euros, une trésorerie de 127 millions d'euros, et donc on peut calculer les dettes nettes ou la dette nette, à savoir 480 millions d'euros moins 127 millions d'euros, ce qui nous donne une dette nette de 353 millions d'euros. Et on sait également que l'immobilier est valorisé entre 800 millions d'euros et 1,2 milliard.
Donc on va partir d'un scénario conservateur, on va imaginer que l'immobilier, s'il devait être vendu aujourd'hui, serait vendu aux alentours de 800 millions d'euros, et donc ça nous donne un actif net de 800 millions d'euros moins 353 millions d'euros, à savoir la valeur de l'immobilier moins la valeur des dettes, donc dette nette, les dettes sur lesquelles on a retranché la trésorerie, ce qui nous donne un actif net valorisé à 447 millions d'euros. Alors on sait également que le nombre d'actions en circulation est de 26 870 000, ce qui nous permet de calculer un actif net par action, à savoir 447 millions d'euros divisé par le nombre d'actions en circulation, 26 870 000, ce qui nous donne un actif net par action de 16,64 euros. Alors ce chiffre veut dire quoi? Ce chiffre veut tout simplement dire que si jamais Kinepolis venait à faire faillite, que l'entreprise venait à brûler l'intégralité de sa trésorerie, et que l'entreprise devait rembourser l'intégralité de ses dettes, une fois l'immobilier vendu à 800 millions d'euros, il resterait 16,64 euros. Alors bien entendu, il faudra également prendre les frais juridiques, ce qui ferait probablement baisser un petit peu cette valeur, c'est-à-dire que si l'entreprise fait faillite, la valeur de l'action, la valeur plancher de l'action est aux alentours de 15-16 euros. Et on voit qu'aujourd'hui, le cours de l'action est à 22 euros. En sachant que celui-ci, il y a quelques jours, était à 18 euros. Alors, je vais essayer d'aller plus loin dans mon raisonnement. Ce que je vais faire ici, c'est que plutôt que d'utiliser un scénario conservateur, je vais utiliser un scénario optimiste. Scénario optimiste, on a les mêmes éléments ici, sauf que dans le scénario optimiste, l'immobilier est valorisé 1,2 milliard d'euros, j'en ai parlé en vous montrant l'article juste avant. Alors j'ai regardé un peu d'autres articles, j'ai trouvé d'autres informations. Si on revient en 2016-2017, l'actif immobilier était déjà valorisé au-delà d'1 milliard d'euros. Donc partons sur un scénario optimiste cette fois, l'immobilier est valorisé 1,2 milliard d'euros, donc l'actif net est désormais de 847 millions d'euros, et donc ce qui nous fait un actif net par action de 31,52 euros par action, alors même que le cours de Kinepolis cote 22 euros. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est dans le scénario du pire, l'entreprise fait faillite, on a une sorte de protection ici aux alentours de 15 euros, on va dire, pour simplifier. Et puis ici, on est dans le scénario optimiste, c'est-à-dire que l'entreprise ne fait pas faillite, l'activité repart, et puis on a une protection au niveau de l'actif immobilier de 31 euros. C'est-à-dire que lorsque l'activité économique repartira, l'actif immobilier pourrait être valorisé à hauteur de 1,2 milliard, et donc ça renforce ici la valeur de l'actif net par action. Alors j'ai pris également un scénario très optimiste, c'est-à-dire que non seulement le titre ne fait pas faillite, mais en plus l'immobilier se revalorise donc à 1,2 milliard, et je pars du principe ici que l'entreprise ne brûle que la moitié de sa trésorerie au cours des prochains mois. Alors si c'était le cas, bien entendu, l'actif net par action n'est plus de 31,52 €, mais de 33,89 €. Et bien entendu, tout ça c'est sans prendre en compte la reprise de l'activité potentielle. Alors bien entendu, il faudrait imaginer ça avec des probabilités, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'on soit dans ce scénario, quelle est la probabilité qu'on soit dans celui-là, et quelle est la probabilité qu'on soit dans celui-là. Tout ceci pour dire qu'à 22 €, le titre m'apparaît relativement décoté, et je vais essayer d'expliquer pourquoi juste après. Et donc la décote pour moi vient du fait qu'on ne prend pas compte, en tout cas le marché ne tient pas compte de la reprise de l'activité potentielle, reprise auquel je crois personnellement. Alors, on va regarder ça tout de suite ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le compte de résultat de l'entreprise Kinepolis, donc c'est toujours des comptes de résultats agrégés sur le site morningstar.fr. Bien entendu, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, il est important d'aller creuser les comptes de résultats de l'entreprise. Mais si on regarde les comptes, en tout cas le compte de résultat de l'entreprise entre 2015 et 2019, on voit qu'au niveau du chiffre d'affaires, on passe de 300 millions d'euros en 2015, puis 324, 355, 475 et 551. Ça veut dire qu'on a une belle croissance du chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Bien entendu, on a la crise en 2020, bien entendu, il y a un impact très important, mais ça ne veut pas dire que l'impact va continuer à être important au cours des prochaines années. Si on regarde le coût des recettes, c'est la même chose, avec des coûts qui augmentent, mais à peu près en proportion avec le chiffre d'affaires. Le résultat brut d'exploitation augmente de la même manière. Les résultats d'exploitation avant intérêt impôt augmentent également de la même manière. Le résultat net passe de 32 millions d'euros à 54 millions d'euros, avec une augmentation extrêmement régulière au cours du temps.
Si on regarde le BPA, donc le bénéfice par action dilué, celui-ci augmente également de façon extrêmement régulière au cours du temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que Kinepolis, c'est une valeur de croissance dans un secteur cyclique. Donc bien entendu, le titre souffre actuellement de cette cyclicité naturelle au secteur, mais pour autant, c'est une belle valeur de croissance au départ. Et donc on peut penser que si l'entreprise se sort de cette situation, elle va retourner vers de la croissance assez rapidement. Alors un autre facteur important, c'est le fait que la plupart des blockbusters sont reportés à 2021, 2022, 2023. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si Kinepolis est en mesure de s'en sortir, elle devrait être extrêmement rentable en 2022 et 2023. 2021 est un point d'interrogation. Je préfère l'impasse sur 2021, dans mon raisonnement en tout cas, mais je pense que l'entreprise peut être à nouveau rapidement rentable en 2022-2023. Sans prendre en compte le fait que l'entreprise peut bénéficier éventuellement des faillites des concurrents pour éventuellement continuer à faire l'acquisition de complexes de salles de cinéma en tout cas, notamment en Amérique du Nord. Donc pour conclure, je pense que Kinepolis est extrêmement décoté actuellement et je pense que l'entreprise est plutôt bien placée non seulement pour se sortir de cette mauvaise situation, mais également pour profiter de la situation à l'avenir. Ce qui veut dire que non seulement on aurait une sorte de plancher au niveau des 15 €, mais un upside potentiel relativement important. Alors bien entendu, ça reste une position risquée. Pourquoi? Parce qu'on risque une perte de 30% environ si jamais le scénario de reprise ne se met pas en place. C'est donc pour ça que cette ligne ne représente que 3% de mon portefeuille actuellement. Voilà, alors ça c'était pour Kinepolis. Alors ce que je vais faire très rapidement, c'est vous présenter quelques tableaux et graphiques comme je le fais à chaque fois. Alors bien entendu, vous pouvez retrouver ces tableaux et graphiques sur le site épargne-investissement-et-patrimoine.fr. Vous savez que j'ai lancé ce site il y a peu de temps et donc vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site et vous pouvez également accéder à mon portefeuille avec des mises à jour régulières. Alors au niveau de ce tableau, pas grand chose à ajouter. Au niveau de ce tableau, pas d'éléments nouveaux, donc je vais continuer ici. Au niveau des dividendes, on voit ici la répartition des dividendes sur l'année. On voit également ici que mon portefeuille a un rendement sur coût de 3%. C'est-à-dire que si jamais je ne touchais pas à ce portefeuille, en partant du principe que tous les dividendes soient payés dans le temps, mon portefeuille me rapporterait en l'état 3% par an. Par ailleurs, comme on le voit ici, un peu plus de 51% des actions du portefeuille versent un dividende. Alors comme vous le savez, j'aimerais bien ramener ce taux à 40% environ en mettant davantage de valeurs de type fast grower pour permettre au portefeuille de croître plus rapidement avec un rendement potentiellement moins intéressant, mais en me focalisant davantage sur la croissance du portefeuille que sur le rendement du portefeuille. Au niveau de l'allocation du portefeuille, les liquidités représentent 4%, Total représente 15,5%, Renault 13%, l'ETF Lixor PEA Turquie 12%, Maison du Monde 9%, vous voyez que Danone représente désormais 12,5%, ça devient l'une de mes lignes principales au sein du portefeuille, Eutelsat représente 8%, BIC quasiment 7%, Fontaine Pajot 4,6%, Inat Pharma 3,2%, Publicis 2,5%, Accor 2%, AB InBev 1,8%, vous voyez que mon ETF sur les bancaires ne représente que 1,7%, et puis désormais Kinepolis représente 3% du portefeuille. On voit donc qu'au fur et à mesure des mois qui passent, ce portefeuille est en train de prendre forme, tranquillement mais sûrement. Alors, dernier graphique que je vous présente comme à chaque fois, c'est l'allocation à la Peter Lynch, donc toujours hors ETF. Vous savez que Peter Lynch mettait l'accent en particulier sur les fast growers et sur les stalwarts, donc les valeurs piliers. On voit ici que dans mon portefeuille, j'ai quasiment 10% de fast growers, et donc l'idée ce sera d'augmenter cette proportion à 40% à terme. On voit également que j'ai 17,4% de stalwarts, et l'idée ce sera d'augmenter cette proportion à 20% à terme. On voit également que Kinepolis, en tout cas j'ai placé Kinepolis ici en asset play, tout simplement parce que j'estime que l'immobilier n'est pas forcément, en tout cas la valeur de l'actif immobilier n'est pas forcément correctement valorisée par le marché. Alors on verra, hein. Soit c'est le marché qui a raison et j'ai tort, soit j'ai raison et le marché a tort. Alors on dit toujours que le marché a raison. C'est vrai, c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'en moyenne le marché a raison
et parfois le marché se trompe ou est focalisé sur d'autres éléments, et c'est-à-dire qu'il laisse passer un dossier par-ci ou par-là. Et donc je pars du principe que Kinepolis n'est pas correctement valorisé actuellement. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est un point important, c'est-à-dire que c'est une position en construction, et donc elle ne représente que 3% du portefeuille, mais j'ai bien l'intention d'augmenter cette position si jamais le marché nous ramène, en tout cas en direction des 16 € dans un premier temps, et éventuellement en dessous des 16 € si jamais le marché pense que Kinepolis vaut moins de 16 €, auquel cas je serais ravi éventuellement de renforcer ma position. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est toujours bon pour l'algorithme YouTube. Et puis, je vous dis bien entendu à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.